président fondateur d'Adagos. Et puis, il y aurait un témoignage de Jérôme Elie, qui est un expert de Vitesco, qui est une filiale du groupe Continental. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'intelligence artificielle embarquée et plus particulièrement, comment faire mieux et beaucoup plus avec peu de données, avec moins de données et moins de ressources de calcul. Alors, on va parler un petit peu en introduction des challenges de l'IA embarquée et de l'IoT plus particulièrement. Donc, le premier problème, c'est l'apprentissage. On est souvent confronté à devoir faire un apprentissage avec très peu de données ou avec des données incomplètes. Le big data n'est peut-être pas tout le temps une réalité, notamment dans l'IoT lorsque le système vient d'être mis en opération. Vous avez très peu de données. Ensuite, l'autre challenge, c'est de faire un apprentissage incrémental, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'arrivée des données, d'enrichir et de mettre à jour le modèle, hein, ou alors continu, c'est-à-dire lorsqu'il y a un changement d'environnement, ou lorsque l'environnement extérieur ou le système évolue, de pouvoir continuer à mettre à jour le modèle. Et le troisième, c'est l'apprentissage de phénomènes continus. C'est-à-dire que lorsque l'on veut typiquement prévoir le comportement d'un système sur du long terme, on va apprendre quelles sont les caractéristiques physiques qui régissent le système pendant une période de temps, et on va être ainsi capable de prévoir sur du long terme le système pour pouvoir mieux le piloter. Le deuxième axe que l'on va s'intéresser, c'est la réduction de la taille des modèles. Hein, aujourd'hui, dès qu'on parle d'IA, on parle de gros clusters de calcul pour pouvoir non seulement calculer, mais exploiter les modèles que l'on va réaliser. Et le challenge de l'IA embarquée, c'est justement d'arriver à réduire la taille de ces modèles pour pouvoir les intégrer sur des puces ou limiter l'encombrement. Et de la même manière, pouvoir limiter aussi les puissances de calcul qui vont être nécessaires pour exploiter ces modèles et du coup aussi l'énergie, surtout lorsqu'on parle de systèmes autonomes ou systèmes alimentés par des batteries. Et enfin, le dernier, c'est l'exploitation. C'est comment réduire les besoins de connectivité, puisque si l'on prend par exemple des technologies Sigfox, on a le droit à quelques bits par heure. Hein, et si on parle d'autres technologies, plus on va demander de la bande passante, plus les prix de connectivité vont augmenter. Donc on va essayer de montrer comment la technologie d'Adagos, Noreco, notre produit Noreco, la technologie d'Adagos permet de répondre à ces enjeux. Alors Noreco, c'est quoi? C'est la première plateforme de création automatique de réseaux de neurones nativement parcimonieux. Alors elle est basée sur un principe. Hein. La parcimonie, c'est un principe scientifique qui date du XIVe siècle et du rasoir d'Occam, et qui a été aussi repris par Einstein lorsqu'il disait « Nous devons faire, tout doit être aussi simple que possible, mais pas plus simple ». Et notre technologie est basée sur la théorie du gradient topologique, dont le professeur Mohamed Masmoudi, qui est le fondateur d'Adagos, a été l'un des principaux artisans lorsqu'il était professeur à l'Institut de mathématiques de Toulouse. Et aujourd'hui, donc, on se considère comme une spin-off de l'Institut de mathématiques de Toulouse. Et nous avons réussi à développer notre technologie depuis 2011 sur nos fonds propres, grâce à des partenariats stratégiques avec un certain nombre d'acteurs clés dans leur domaine, Continental, Framatome, Ansys, Esterel Technologiques et Renault Sport Racing. Alors, voilà comment fonctionne notre technologie, notre création de réseaux de neurones. On va commencer par initialiser le processus par un tout petit réseau et il va s'enrichir, guidé par l'optimisation topologique, il va s'enrichir lui-même de façon automatique et détecter au cours du processus à quel endroit il va devoir rajouter une couche, il va devoir rajouter des neurones, il va devoir rajouter des liens pour réduire l'erreur que l'on fait sur le modèle d'apprentissage. Et vous voyez qu'on a complètement abandonné la structure habituelle des réseaux de neurones qui sont structurés par couches.
où l'on va avoir le même nombre de neurones sur une couche et que chaque neurone d'une couche est connecté aux neurones des couches voisines. Nous, on a complètement abandonné cette structure et on s'autorise, si c'est nécessaire, si c'est plus pertinent, qu'un neurone puisse être relié à un neurone d'une couche autre. Et typiquement, par exemple, vous voyez que les neurones en haut de la deuxième couche, première couche cachée, deuxième couche, est directement relié à la sortie, puisqu'on a pu définir une fonction d'activation qui reliait ces deux neurones. Et ce genre de topologie permet de réduire considérablement la taille de réseau et du coup aussi nécessite beaucoup moins de données d'apprentissage, puisque vous avez moins de fonctions à caractériser. Et alors là, on va illustrer justement ce côté de besoin de données d'apprentissage. Alors, vous avez ici 3 exemples, hein, on en a fait beaucoup plus, mais qui sont assez significatifs. Donc, en abscisse, sur chacun de ces exemples, vous avez le nombre de données d'apprentissage. Donc, plus vous êtes à gauche, plus vous avez de données pour l'apprentissage, et plus vous allez vers la droite de chacun de ces graphiques, moins vous avez de données à disposition. Et en ordonnée, vous avez l'erreur commise, l'erreur du modèle. Et donc, ces 3 cas sont issus des bibliothèques de cas construits spécifiquement pour TensorFlow. Et on va comparer l'évolution de l'erreur de TensorFlow et de notre technologie Neureco. Donc, TensorFlow, c'est en rouge, Neureco, c'est en vert, par rapport justement à cette réduction de données. Alors, comment on a fait pour la réduction de données? Donc, au début, on a pris toutes les données qui étaient disponibles sur la banque de données. Et ensuite, on a regardé leur répartition spatiale et on a éliminé, tout en conservant cette répartition spatiale, on a éliminé un certain nombre de neurones, d'échantillons d'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que globalement, au départ, puisque c'est des cas qui sont quand même construits spécifiquement pour TensorFlow, on voit qu'au départ, on a un niveau d'erreur à peu près similaire lorsque l'on prend toutes les données. Par contre, quand on commence à réduire les données, on voit que globalement, Neureco se comporte en termes de précision de façon relativement stable, alors que rapidement, plus ou moins rapidement, TensorFlow va exploser en termes de précision. Et alors typiquement, sur le premier cas, on voit qu'au bout d'une réduction d'un facteur 10, eh bien, TensorFlow commence à se dégrader. Sur le deuxième cas, on voit que rapidement, dès qu'on passe d'un facteur 2 en termes de données TensorFlow, alors que nous, il faut attendre un facteur 10 pour que l'erreur commence à augmenter significativement. Et sur le troisième cas, qui est un cas de classification, on voit que là, TensorFlow augmente, l'erreur de TensorFlow augmente régulièrement et la nôtre met du temps à augmenter. Donc ça, c'est pour illustrer que notre technologie permet de s'affranchir de beaucoup de données d'apprentissage, à partir, bien entendu, que ces données sont correctement réparties par rapport aux problèmes que l'on va vouloir étudier. Le deuxième point qu'on voulait montrer, c'est le problème de la taille du réseau et vs précision. Donc là, de la même manière, ce que je vous montre là, c'est une comparaison avec des cas tests issus de la littérature faits pour TensorFlow. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que globalement, on réduit l'erreur de 7%. Mais si on parle de problème de régression, là, on s'aperçoit que la réduction de l'erreur est beaucoup plus importante puisqu'elle peut atteindre 17% en moyenne. Mais ceci au prix de quoi? D'un réseau qui est en moyenne 3000 fois plus petit que celui de TensorFlow. Et on le voit, TensorFlow est spécifiquement conçu pour des problèmes de classification. Donc sur les problèmes de classification, on voit que on a des facteurs qui vont de 300 à 36 et 3 et ainsi de suite. Alors que dès qu'on parle de régression, là les facteurs sont beaucoup plus significatifs puisqu'ils atteignent jusqu'à 8000 fois. Nos réseaux sont 8000 fois plus petits. Donc vous voyez qu'en termes d'encombrement, en termes de consommation de ressources de calcul et énergétiques, on va considérablement réduire ces ressources nécessaires. Et là, ce diagramme, il est là pourquoi? Pour expliquer, parce que de nombreuses sociétés aujourd'hui commencent à se dire, effectivement, les réseaux qui sont construits naturellement avec
TensorFlow ou autres technologies sont beaucoup trop gros pour être embarqués. Hein. Et typiquement, lorsqu'on parle de véhicules connectés, hein, lorsque l'on voit le nombre de capteurs qui va être nécessaire pour permettre à une voiture autonome de fonctionner, on se dit, si à chaque fois il faut un processeur pour chaque capteur, ça va être un petit peu compliqué, il n'y aura plus de place pour les humains, et surtout, toute l'énergie embarquée à bord va être utilisée pour faire fonctionner les capteurs. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ça, c'est vraiment la démonstration qu'on a faite. C'est qu'on voit que lorsqu'on commence un processus de simplification d'un réseau de neurones, eh bien, on va augmenter, et de façon plus ou moins exponentielle, on va augmenter l'erreur commise par le réseau. Et on n'atteindra jamais le niveau de précision et de taille que le réseau nativement parcimonieux peut atteindre. Mais le deuxième facteur, il est sur les données d'entrée. C'est-à-dire que lorsque vous faites un processus de simplification, vous avez besoin de nouvelles données d'apprentissage pour pouvoir évaluer l'impact que vous allez avoir, que l'élimination d'une fonction ou d'un neurone ou d'une couche va avoir sur le résultat. Donc non seulement vous allez dégrader la précision, mais en plus il va falloir que vous ayez en plus de nouvelles données pour pouvoir faire ce traitement. Alors ça, c'est un autre aspect de la technologie qu'on a développée, c'est qu'on a développé une technologie de compression non linéaire des données. Donc ça ressemble à l'auto-encodage, mais avec une exigence de précision que n'a pas l'auto-encodage. Donc le principe est quoi? C'est qu'on va avoir en entrée nos paramètres d'entrée avec tous nos échantillons, et on va construire un réseau qui permet de réduire, hein, ici vous avez un goulet d'entreuglement, qui permet de réduire à quelques paramètres, à quelques coefficients non linéaires, les paramètres d'entrée. Et de garantir, avec une précision que l'utilisateur va fixer, que toute modification d'une valeur du paramètre à gauche puisse être restituée à droite avec ce niveau de précision. Alors bien entendu, plus vous allez chercher une précision élevée, plus le taux de compression va être faible. Mais on a montré que typiquement dans une centrale nucléaire, hein, pour un système de refroidissement, on a à peu près une centaine de milliers de paramètres et on est capable de réduire l'ensemble, de compresser l'ensemble de ces paramètres à une dizaine de paramètres. Vous voyez le taux de compression. Et tout ça avec 1% d'erreur. Si on avait pris 10%, peut-être qu'on aurait diminué encore plus, ou on aurait augmenté plus le taux de compression. Mais ça, bon, nous, on l'utilise quotidiennement, cette technologie, pour justement réduire la taille de nos réseaux, puisqu'on fera l'apprentissage qu'à partir des données compressées, lorsqu'on a énormément de paramètres. Mais dans le cadre de l'IoT, c'est quelque chose qu'on est en train de tester actuellement, et qui a une fonction qui va permettre de réduire la connectivité. Pourquoi? Puisque, et ça c'est au global, on s'aperçoit que la partie compression est extrêmement light par rapport à la partie décompression. Donc en termes de ressources de calcul, faire tourner un compresseur demande très peu de ressources et d'encombrement. Donc on va installer la partie compresseur sur le device, sur l'objet connecté, sur le microprocesseur, et ainsi on va pouvoir ne faire que transférer via la connectivité que les données compressées. Et le décompresseur qui, lui, sera installé sur le edge, le serveur ou le cloud en fonction des ressources de calcul, eh bien, lui, par contre, qui nécessitera beaucoup plus de ressources de calcul, eh bien, sera capable de décompresser la donnée transmise avec un niveau de restitution que l'utilisateur a fixé. Et bien entendu, ça peut être aussi utilisé pour stocker. Puisque si souvent on récupère beaucoup de données, mais qu'on n'utilise pas sur le moment, dont on fera l'exploitation beaucoup plus tard, etc. Donc à ce moment-là, on ne stocke que la donnée compressée et on minimise aussi les besoins de stockage informatique. Donc ça, c'est une technologie qu'on est en train de tester et qui, à mon avis, va être vraiment intéressante pour réduire les besoins de connectivité. Le troisième élément, c'est le digital twin. Digital twin, c'est le jumeau numérique en français, c'est-à-dire c'est une copie numérique d'un équipement, d'un système ou d'un processus réel. L'important dans le digital twin,
c'est que le modèle soit toujours conforme au fonctionnement du système réel. Et donc, ça nécessite des besoins de précision pour détecter, bien entendu, l'éventuelle dérive du modèle par rapport au système. Si on constate une dérive entre le modèle du système, soit c'est que le système lui-même a un problème, ou soit c'est que l'environnement ou le fonctionnement du système a changé et qu'à ce moment-là, il faut mettre à jour le modèle. Et donc, on a une sorte de cercle vertueux. Et la parcimonie est un élément fondamental pour garantir ce système, ce cercle vertueux, puisque c'est le seul qui va garantir la précision et qui aussi va permettre la mise à jour du modèle avec très peu de données. Alors maintenant, je vais illustrer un peu cette technologie sur 2 cas que j'ai choisis significatifs par rapport à ce qu'on discute aujourd'hui. Le premier, voilà, c'est un exercice, c'est un cas qu'on a fait d'implémenter un modèle sur un STM32. Donc c'est un modèle qui permet de qualifier la qualité d'appréhension d'un bras robotisé en fonction d'un certain nombre de paramètres, de 28 paramètres. Il y avait 7 cette articulation, et on mesurait donc des paramètres tels que vitesse, accélération, pression à ces articulations. Et le tout, c'est de qualifier la qualité de préhension du bras robotisé. Donc, il existait un modèle TensorFlow que vous voyez sur la gauche, qui comporte 121 000 liens avec une erreur de 24,2%. Notre réseau, 120 liens, facteur 1000. Et avec une erreur de 10% meilleure. Mais alors, c'est là maintenant où on voit la différence de cette technologie et l'impact de notre technologie, c'est sur ce transparent. Donc, le STM32 alimenté par une batterie, voilà, une durée de vie, la batterie a une durée de vie de 8 mois et quelques jours. Lorsque vous vouliez implémenter le réseau TensorFlow, le problème, c'est qu'en termes de délai de calcul, eh bien, on était à 200 millisecondes. Or, ce qu'on veut faire, c'est un test tous les 50 millisecondes pour pouvoir suivre la qualité de préhension du bras. Donc, ce n'était pas possible. Donc, il a fallu monter la vitesse du processeur à 80 MHz. Et à ce moment-là, effectivement, on tombe à des vitesses de calcul raisonnables qui permettent de faire l'exploitation. Par contre, au prix d'une consommation énergétique qui fait que le système ne peut fonctionner que pendant 10 jours. C'est-à-dire qu'on peut faire des tests tous les 50 millisecondes pendant 10 jours. Avec notre technologie, non seulement on a pu rester à une fréquence de 4 MHz, notre modèle tourne en 1,3 millisecondes, et du coup, eh bien, on peut garantir une durée de vie de la batterie de 7 mois et de 22 jours. Donc vous voyez l'impact en termes de ressources de calcul et surtout de ressources énergétiques. Et alors sur les ressources de calcul, les chiffres sur les CPU cycles ou l'utilisation de la mémoire flash sont assez explicites. Et là, c'est un deuxième cas de système embarqué. Donc là, ce n'est pas de l'IoT. C'est dans le domaine de la Formule 1. Le tout, c'est de prédire et de pouvoir contrôler après les phénomènes de déflexion asynchrone de pales de turbine. Donc c'est des phénomènes fortement non linéaires qui couplent de la mécanique des fluides et des structures. Et ces phénomènes sont particulièrement, voire même quasi chaotiques, puisque ici, comme vous le voyez, on a un phénomène d'asynchrone, c'est-à-dire sur du long terme, sur des périodes relativement longues. Donc ça risque d'endommager le turbo ou le moteur. Par contre, si vous regardez avant, l'ensemble des paramètres tels que la vitesse du turbo, la vitesse du moteur, la température, pression, etc., eh bien, elles sont relativement similaires à ce qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Ici, on n'a pas eu de déflexion. Ici, on avait une déflexion. Et donc, même les ingénieurs ne comprenaient pas l'origine de ce phénomène. Eh bien, avec nos outils, non seulement, en apprenant sur cette séquence, non seulement on a été capable de prédire le phénomène, mais on est capable de le prédire suffisamment en avance pour pouvoir appliquer des actions correctives qui vont réduire l'impact.
Alors là, j'ai illustré. Typiquement, on prévoit suffisamment à l'avance que l'on va rentrer. Donc, notre prévision, c'est la courbe bleue et le rouge, c'est les points rouges, c'est les mesures. Donc, non seulement on prévoit suffisamment à l'avance le phénomène de déflexion, mais ensuite, eh bien, il suffit, par exemple, là, c'est une illustration, il suffit de réduire de 3% la vitesse du turbo pendant quelques secondes à un instant donné pour limiter ensuite complètement l'impact de la déflexion, et le niveau de la déflexion. Voilà, donc ça, c'est vraiment une illustration, deux illustrations simples, rapides, de notre technologie sur des cas d'IoT ou de technologie embarquée. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à notre partenaire de Vitesco, donc Jérôme Elie, qui est un senior expert dans les développements avancés de Vitesco, qui est une filiale du groupe Continental. Jérôme, tu m'entends? Je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends? Très bien. Très bien, merci. Bon. Tu souhaites donc je vous remercie pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc à l'aimable invitation donc d'Adagos, je vais vous rapporter quelques visions que l'on peut avoir à travers Continental et ses différentes filières, en particulier Vitesco Technologies où on travaille au cœur de la chaîne de traction, et les expériences qu'on a pu avoir ensemble, une vision qu'on porte en commun avec Adagos. Je pense qu'elle a été bien introduite précédemment sur différents exemples, mais aussi sur un certain nombre de challenges qui sont en jeu. Donc, si tu veux bien passer sur le deuxième transparent pour introduire un peu les méga trends qui portent le développement de la connectivité pour ce qui concerne le milieu automobile. En 2015, on avait une voiture sur 4 qui commençait à être connectée, souvent parcellairement, qui pouvaient être juste des updates parcellaires, qui pouvaient nécessiter d'être par exemple en charge quand il s'agit de véhicules électriques. Sur 2025, c'est le contraire. Le ratio, il est inversé. 2025, sur les véhicules neufs vendus, pas évidemment la flotte, mais les véhicules neufs vendus, en 10 ans, on va avoir triplé ce ratio et il ne va plus rester qu'un véhicule sur 4 qui ne sera pas connecté et on aura 3 véhicules sur 4 qui sera connecté d'une certaine manière. Donc là, il y a vraiment des challenges intéressants de façon à pouvoir flasher des améliorations, des updates régulièrement, mais aussi faire de la communication intra-véhicule via le cloud et traiter des données. Donc on va avoir une massification des données et ça, quelles que soient les technologies. Alors évidemment, on a tous en tête la technologie 5G qui porte d'ailleurs elle-même intrinsèquement également un certain nombre de sujets de compression si on veut atteindre ces performances pic. Si tu veux passer au transparent suivant, toujours sur les mégatrends, mais maintenant on va parler un petit peu d'architecture, d'implémentation de software dans l'électronique embarquée pour vos véhicules avec lesquels vous êtes certainement venus au salon, ou pour ce qui peut, avec certains parallèles également avec d'autres systèmes embarqués des transports en commun, bus évidemment et au-delà. Donc la vision jusqu'à 2020, c'est quelque chose d'assez simple. Vous avez un boîtier électronique qui est orienté sur le contrôle du moteur, puisque c'est ce qui va tourner, donner la chaîne de puissance. C'est ce qu'il faut absolument sécuriser, parce que vous savez très bien que quand votre moteur, si jamais un jour il a calé sur la route, là ça devient très difficile. Tout d'un coup, vous n'avez plus d'assistance au freinage, vous n'avez plus d'assistance pour pouvoir tourner, etc. Donc tout était centralisé sur un organe simple qui était le moteur à combustion, mais qui est en train évidemment d'évoluer, et ça dans tous les domaines des transports, liés à la nécessité de réduire les émissions de CO2.
Comme il y a des grands bouleversements technologiques liés à ces changements, on va voir des véhicules hybrides se généraliser dans la flotte, et puis un certain nombre de véhicules électriques avec des chaînes de traction qui peuvent être changées. Et en même temps, on va avoir aussi un certain nombre de développements, de confort, de connectivité que demande le client. Donc le passager veut pouvoir, par exemple, être en capacité d'être sur un bureau virtuel. Il faut être capable de gérer de la vidéo pour des longs trajets vers les enfants, etc., etc. Donc on commence à avoir un certain nombre de choses se diversifier. En termes de chaîne de traction, clairement, on va avoir l'hybridisation, la gestion de la batterie, la gestion des charges, tout un certain nombre de choses qui vont être importantes avec des niveaux de sécurité assurés sur l'électrification. On va commencer on va donc commencer à mettre un serveur dominant qui va commencer à être le master control, et on va commencer derrière à distribuer un certain nombre de CU, et puis on va commencer à gérer à concevoir ces ECU par zone, par grande fonctionnalité, et ensuite ils vont être discrétisés petit à petit par rapport à chacune des tâches qu'ils ont à faire, gérer un certain actuateur, gérer un certain capteur. Et puis tout ça va évoluer vraisemblablement vers ce qu'on espère quand même, c'est une certaine standardisation, en cours de discussion dans le milieu professionnel, et avec une architecture beaucoup plus distribuée, où un certain nombre de thématiques vont travailler en parallèle, tout ça tout en devant garder un maximum de sécurité et garantir les grandes fonctions du véhicule. Donc du coup, j'aborde quelques challenges. Ça, c'est sur le transparent suivant. Sur la route de ce progrès-là, il y a évidemment des choses qui apparaissent prometteuses et simples pour tout le monde, hein, aller faire du cloud computing, générer, transférer de l'information. Donc on est par exemple en capacité, nous, de proposer des services de collaboration entre différents utilisateurs, par exemple, qui peuvent s'envoyer des informations. Pour des motards, ça peut être par exemple le fait qu'il y a des virages serrés ou que la qualité de la route n'est pas celle espérée, et ne serait-ce que téléphone portable, à un autre téléphone portable, il est possible de renvoyer des informations de sécurité comme ça. Mais sur cette route du progrès et de la communication, il y a évidemment des challenges. Il faut pouvoir gérer ce calcul distribué, garantir une réponse à l'utilisateur. Là, il y a certains temps de latence qui ne peuvent pas être acceptables. Il faut trouver des solutions de backup. Il faut évidemment garantir la sécurité vis-à-vis des hackings. Et il faut déployer ça dans des développements software qui maintenant sont des développements où les requirements avec nos clients, les grands constructeurs, sont des développements de type agile. Je continue sur le transparent suivant. Vision qui peut inspirée par les discussions que l'on a eues avec Adagos et avec tout un certain nombre d'experts. Donc pour Vitesco Technologies, nous sommes placés à Toulouse, en France. Un certain nombre de challenges. Un premier, c'est évidemment toutes les questions de certification, sécurité, responsabilité des différents développements, etc. Je tiens à noter que pour ça, c'est un des volets d'action d'un nouveau laboratoire qui se crée à Toulouse, qui est le laboratoire ANITI, dans lequel il y a des grands laboratoires académiques et des grands industriels avec l'Aerospace Valley. Je vais les mettre un peu de côté. Au milieu, on a tout ce qui va être la concrétisation de ces développements. Comment est-ce qu'on va gérer la variabilité de votre véhicule par rapport au véhicule d'à côté, ne serait-ce qu'en sortie de chaîne. Et puis évidemment, le vieillissement de votre propre véhicule. Comment le gérer par rapport à tous ces développements que l'on souhaite réaliser. Donc là, évidemment, l'ADN de notre société, c'est le développement du software embarqué. Donc on va réutiliser tout un certain nombre de choses sur des capacités d'adaptation de nos paramètres avec le temps, mais quand il va falloir faire
coagir ceci avec des réseaux de neurones, avec un certain nombre de développements d'algorithmes non linéaires, là, il y a quand même un certain nombre de travail à faire. Et puis évidemment, deux gros challenges que j'ai représentés sur la droite, la résistance au bruit. Nous sommes évidemment dans des systèmes qui doivent être à coût maîtrisé. Vous ne voulez pas que vos coûts d'achat de véhicules explosent. En même temps, on est dans des environnements qui sont bruités, dans les transmissions, etc. On veut tirer le maximum de tout ça. Il faut être intrinsèquement résistant au bruit. Et ça, c'est un challenge vis-à-vis des réseaux de neurones qui est particulièrement important. Le second, ça a été évoqué précédemment. Dans notre contexte, c'est évidemment la question du grand contrôleur véhicule ou des contrôleurs des organes de transmission. Comment on garantit la compatibilité de travailler en temps réel? Parce que la réponse, s'il s'agit d'une réponse du moteur électrique de votre véhicule hybride, elle ne peut pas attendre d'un cycle à l'autre. Il faut que la donnée soit garantie et délivrée en temps et en heure. Donc, pour ces aspects, en particulier les aspects de résistance au bruit et la compatibilité de temps de calcul en temps réel, on voit, nous, que les approches parcimonieuses dans les développements de réseaux de neurones, qui sont quelque chose sur lesquels il y a un regain actuellement d'activité, parce que dans les implémentations concrètes, c'est souvent celles qui aboutissent le plus facilement. Les méthodes parcimonieuses ont vraiment un potentiel très intéressant. Donc c'est pour ça que on a eu l'occasion de se rencontrer, de travailler ensemble. Adagos a été vainqueur d'un Startup Challenge. Alors bon, un challenge, disons, pour des PME innovantes, parce que Adagos n'est plus une startup, c'est déjà une société mature avec beaucoup d'expérience. Mais et cette nomination, on en a décliné deux proof of concept que l'on a travaillé avec eux, avec deux filières de Continental. La filière Electrobit qui est orientée vers le véhicule autonome, dont vous voyez le logo sur la droite, qui fait des développements technologiques avancés et pour nos clients et pour Continental. Et sur la gauche, vous voyez le logo de Vitesco Technologies, qui est le nouveau nom de la filière s'occupant des chaînes de traction. Donc nous, on a évidemment en mire l'électromobilité dans tous les nouveaux paradigmes de la mobilité liés aux grandes révolutions en cours dans les chaînes de traction. Donc, concrètement, de quoi il s'agissait? C'est le transparent suivant. Un peu la même idée, que ça soit d'un côté ou l'autre, mais évidemment avec pas les mêmes données. Donc, du côté d'Electrobit, il s'agissait de récupérer des données des capteurs embarqués pour le véhicule autonome, sonar, lidar et radar, et de les traiter avec les outils proposés de façon parcimonieuse, faire de la compression de données, faire du réseau de neurones, faire de l'interagir, tout ça, et traiter la donnée pour regarder la compatibilité avec le temps réel. Le retour d'expérience des collègues qu'ils m'ont gentiment rapporté ici, c'est que vraiment ils ont progressé énormément, et alors non pas tant sur le développement d'un produit X ou Y, mais sur la reconsidération de leur méthodologie, des tendances technologiques, des points sur lesquels ils devaient retraiter. Donc certains des éléments, par exemple capteurs, il y a de la donnée dedans, simplement l'algorithme en face n'était pas le bon, n'était pas compatible avec les contraintes de temps voulues. De notre côté, et là je peux en parler un peu mieux puisque concrètement j'y ai travaillé avec les experts d'Adagos et des ingénieurs dans nos équipes. Là, il s'agissait d'utiliser des données venant de moteurs électriques, ECU, donc d'actuateurs et de capteurs, mais alors de capteurs en tant que tels, mais aussi à travers nos actuateurs. Donc ça veut dire par exemple votre papillon moteur, le moteur électrique lui-même. Quand on va lui donner un signal électrique pour le faire agir, pour faire démarrer le moteur électrique, on va aussi recevoir
un signal, on va être aussi en capacité de mesurer des propriétés du signal électrique. Et à partir de ça, on va être capable d'estimer aussi quelle est sa fonction de réponse auquel elle est. Est-ce que le moteur est en train de vibrer? Est-ce qu'il est en train d'accélérer proprement? Est-ce qu'il y a des événements à circonvenir? Donc l'idée, c'est de traiter ces données venant des capteurs et des actuateurs et les passer dans un certain nombre de méthodologies développées ensemble, dont au cœur, il y a les réseaux de neurones parcimonieux. Dominique Martineau, le manager innovation, qui a porté une partie de ces activités-là, nous fait l'aimabilité de partager son retour d'expérience. Donc là, ça a été un cran peut-être un cran plus loin qu'avec les collègues d'Electrobit encore, puisque ça a permis directement d'interagir avec un de nos constructeurs automobiles et de sécuriser et donner une nouvelle vie à un certain nombre d'activités sur lesquelles il y avait des impasses avec les approches standardisées de linéarisation telles que les ingénieurs pouvaient le faire jusqu'à présent. Et là, je vais donc conclure sur le dernier transparent alors je m'en excuse, mais c'est aussi, on a évidemment tout à dimensionner. Donc vous avez deux courbes sur la droite sur lesquelles vous avez nos résultats précédents, avant l'expérience avec Adagos, avec des méthodes traditionnelles. Ça va être de l'analyse de Fourier, ça va être des régressions linéaires, ça va être des méthodes d'intelligence artificielle, mais un peu plus simplifiées, et aussi un peu de savoir-faire d'ingénieur. On avait donc un certain nombre des quantités analysées pour des points moteurs que j'ai gardés, hein, en vitesse et en puissance équivalente moteur. Là, il s'agit d'un moteur à combustion, et l'estimation que l'on souhaitait avoir, de façon à pouvoir avoir donc une estimation indirecte d'une certaine quantité pour le retraiter dans le contrôle de la chaîne de traction. Les moteurs les systèmes sur lesquels on travaillait avec notre partenaire constructeur ici étaient extrêmement challenging, ne sont pas encore en série dans la rue, et le contrôle et la compréhension physique n'étaient clairement pas en mesure d'y répondre. Donc en particulier, vous voyez, quand on changeait de point opérationnel, les régressions qu'on pouvait faire et la dispersion que l'on avait des points entre l'estimation et l'objectif étaient inacceptables. En retravaillant avec des réseaux de neurones parcimonieux, en utilisant évidemment la capacité d'apprentissage non linéaire, on a réussi à résoudre ces soucis-là, et on a réussi à trouver ce qui n'est ni plus ni moins qu'un fit, mais un fit qui comprend une grande partie de traitement de données dans sa complexité. On a réussi à recouvrir quelque chose de totalement acceptable dans une dispersion qui est de l'ordre de grandeur de l'erreur qu'on peut déjà avoir au niveau des capteurs eux-mêmes. Donc vraiment dans une dispersion extrêmement excellente. Donc ça nous permet d'envisager avec ces solutions-là, et en licenciant y compris les solutions software d'Adagos, d'accélérer un peu nos développements, et d'envisager de retraiter un certain nombre de capteurs, d'actuateurs, et d'introduire des algorithmes, mais dont le temps calcul, et là je voulais pas illustrer, mais je vous en fais part à l'oral, le temps calcul, nous avons vérifié sur un système équivalent qu'il est embarquable actuellement. Donc oui, on peut l'embarquer sur notre électronique embarquée. On peut s'engager pour les années prochaines auprès de notre client en disant cet algorithme-là, il tiendra le temps de calcul et il donnera une réponse d'un cycle de traction à un autre cycle de traction. Voilà, je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez faite de retour d'expérience, de partager aussi un certain nombre de challenges, et comment progressivement dans la communauté nous arrivons à progresser, et aussi progressivement comment ces techniques-là sont concrètement implémentées dans les objets du quotidien, comme les véhicules que vous pourrez acquérir dans les années qui viennent, 2020 à 2025. Merci beaucoup Jérôme pour ce témoignage et ce retour d'expérience.
Alors, je crois qu'on a un petit peu dépassé le temps qu'on avait prévu. Donc, on va juste rapidement... Mais vous avez toutes ces informations maintenant sur notre site internet adagos.com. Voilà, donc aujourd'hui, on commercialise depuis mars 2020 Noreco, la version 2.0 de Noreco qui permet de générer des modèles statiques, des modèles prédictifs qui est aussi capable de traiter adaptés au traitement d'images. Et nous envisageons là dans les mois qui viennent d'y intégrer le modèle de compression et de décompression et puis des réseaux de neurones convolutionnaires dédiés aux grandes images. Voilà. Et aujourd'hui, on commercialise 2 versions. Une version essentielle qui est accessible uniquement via une interface graphique. Hein. Donc, vous avez juste à fournir vos données, vous générez le réseau de neurones de façon automatique et vous exploitez ce réseau de neurones à travers l'interface graphique. Et l'autre, Noreco Pro, qui vous permet de l'intégrer dans un processus métier puisqu'il est interfacé avec les plupart des standards classiques tels que MATLAB ou autres, et qui vous permet surtout de faire des exportations dans des formats ONNX, un format pivot, hein, qui est aujourd'hui largement partagé dans le monde de l'intelligence artificielle, ou faire des exports en C ou en FMU pour pouvoir l'embarquer. Voilà, mais toutes ces informations sont là. À noter que le temps qu'on intègre la donne compression et la donne convolutionnaire, on fait une réduction de 50% sur le tarif. Et ici, c'est des tarifs pour des licences perpétuelles. Voilà. Vous pouvez nous faire une demande de version d'évaluation hein, de 3 mois généralement, voilà, en écrivant à support@adagos.com et ça sera avec plaisir qu'on vous enverra un exécutable ainsi qu'une licence de 3 mois. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention et on a peut-être encore quelques temps pour quelques questions, si c'est possible. Quelqu'un est tenté par une question ? Oui, justement, je voulais poser une question sur le fait qu'au final, la solution que vous proposez, elle semble dépasser les systèmes embarqués, parce que d'après les courbes que j'ai vues, visiblement, TensorFlow à côté serait directement concurrencé. Enfin, je veux dire, ce n'est pas uniquement pour les systèmes embarqués qu'il pourrait y avoir ce type d'application de réseau de neurones, non ? On pourrait aller plus loin, je veux dire, non ? Non, mais nous, je dirais les systèmes embarqués, c'est une des applications que l'on a, d'accord. Mais après, je dirais la majorité des références que l'on a aujourd'hui, c'est sur des systèmes classiques, hein, sur des serveurs. Typiquement, par exemple, la prévision de météo, de vitesse et de direction du vent localement, et puis la production d'électricité de centrales éoliennes, d'accord. Ça fait partie des éléments. Ça peut être de la supply chain. Hein, ça peut être de la prévision de consommation, de postes de distribution de gaz. Enfin, il y a tout un tas je dirais, d'applications que l'on traite aujourd'hui avec beaucoup d'efficacité et surtout avec peu de données. Et voilà. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est sur un salon de l'IoT et de l'embarqué, on a mis en avant les aspects IoT et embarqué. Voilà. Bonjour. Quand vous parlez d'embarquer, vous pensez plus à des processeurs embarqués de type Cortex-A ou vous arrivez à descendre sur des niveaux microcontrôleurs ? Je pense que le cas test qui a été montré tout à l'heure, c'est tout au début, là, a été proposé par ST Microelectronics et je pense qu'il s'agit d'un microcontrôleur. Hein. Et en réduisant d'un facteur 3000 la taille des réseaux neuronaux et donc le nombre d'opérations qu'on réalise, on peut embarquer sur vraiment des microcontrôleurs de très faible puissance. Et c'est ça l'objectif.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions?